Cet épisode est une rediffusion. Durant le mois de juillet et août, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir les épisodes et réflexions de nos débuts. Depuis le début de ce projet de podcast, nous avons eu l'occasion de rencontrer et de discuter avec différentes personnes sur les questions de la discrimination à l'école. C'est pourquoi nous avons décidé de sélectionner quelques passages de ces discussions avec certaines et certains de nos invités. Nous avons voulu intégrer à notre épisode 2 les effets néfastes des microagressions racistes sur le développement des enfants racisés. Les réflexions d'Isabelle de l'épisode 2 de la saison 2, d'Achaizo Ombali de l'épisode 3 de la saison 1, de Dani Boumba de l'épisode 5 de la saison 1, de Dr Raki Kassi de l'épisode 1 de la saison 2, de Anna Mendy de l'épisode 11 de la saison 2. Et si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur lesenfantsdubruit-de-l'odeur@gmail.com ou sur notre compte Instagram. Et afin de soutenir notre travail, faites du bruit en partageant le podcast tout autour de vous. Laissez-nous une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Mettez vos plus beaux commentaires d'encouragement. En attendant de vous retrouver le lundi 6 septembre pour la 3e saison, nous vous souhaitons de bonnes écoutes avec nos rediffusions d'été et de belles vacances. Quand je serai grande, je serai astronaute. Salut Ulrich. Salut Friska. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Et toi? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler des effets néfastes des micro-agressions racistes sur le développement des enfants racisés. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter alors sur ce sujet? Bon, on va parler de toutes les petites agressions que les enfants subissent régulièrement à l'école. Ce sont des événements qui sont assez violents pour eux et qu'ils subissent régulièrement. Voilà, des agressions qui vont revenir souvent, on va dire, sous différentes formes, pas toujours par les mêmes personnes, mais qui vont revenir régulièrement tout au long de leur scolarité. Donc ça peut être les insultes qui vont venir des enfants. Ça va être singe, caca, sale noire, mangeur de bananes, voilà, ce genre de choses. Ça peut être aussi sur les cheveux, c'est des atteintes physiques. Les noirs sont moches, par exemple. Quand tu es asiatique, tu as des yeux déformés, tu as un accent, on t'appelle Ching Chong ou ce genre de choses. Quand tu es arabe, ça va être la beurette pour la fille. Le garçon va être le voleur, l'agresseur, le feignant. Donc tous ces stéréotypes en fait que nos origines véhiculent et qu'ils entendent. Ils répètent ce qu'ils entendent dans leur entourage. Ou ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils voient aussi dans les livres. Voilà. Tous les sous-entendus aussi qu'il peut y avoir, comme j'ai lu sur un mur Facebook une fois une maman qui disait que on avait dit à son fils qu'il serait un délinquant quand il serait grand parce qu'il était noir. Ça c'est quelque chose d'assez violent quand on entend quand on est petit, parce que ça sous-entend qu'en gros notre avenir est déjà tracé et que tous les hommes noirs sont des délinquants. Donc ça pareil, c'est ces petits sous-entendus qu'ils entendent régulièrement. Au niveau des sorties scolaires, j'ai déjà été témoin d'un enfant appelé le Momo, Momo, alors que voilà, et Momo il est hyperactif, Momo il fait des bêtises, Momo c'est pas comme ça, bon le Momo. Et ce genre de choses employées par des adultes, c'est encore une fois stigmatiser l'enfant, faire en sorte qu'il soit repéré plus que d'autres, alors que d'autres enfants qui peuvent s'appeler Julien, Guillaume, Jean-Charles. Bon, j'ai pas vu de Jean-Charles encore, mais bon, voilà. Ce genre d'enfants, quand ils font des bêtises, ne vont pas être reprochés toutes les 5 minutes et ces bêtises-là seront moins vues aussi. Voilà, c'est ça. Le poids du coupable. Oui, tout à fait. Les enfants racisés ont toujours une culpabilité. C'est-à-dire que même s'ils se font agresser, c'est que quelque part, ils l'ont cherché. Voilà. S'il y a un conflit, c'est peut-être de leur faute. Automatiquement, voilà, ça sera sous-entendu que ça sera de sa faute. Et s'il y a un conflit et qu'il doit y avoir confrontation, la parole de l'enfant racisé ne sera pas forcément écoutée. Ça sera toujours sous-estimé. Ça sera l'autre qui sera plus écouté, plus valorisé, et limite qui sera considéré comme la victime, même si c'est lui l'agresseur. Tout à fait. Et donc, quand on part sur un cheminement comme ça, l'autre conséquence qui aboutit en dehors de cette agression, c'est que l'enfant agressé, les enfants racisés, peuvent devenir aussi des enfants qui sont victimes de harcèlement. C'est sûr.
Dans cet extrait tiré de l'épisode 2 de la saison 2, le racisme anti-asiatique, une réalité, pas un mythe, Isabelle se confie sur les agressions racistes qu'elle et ses frères ont vécues durant le collège. Elle évoque un moment particulier où la CPE de son collège les convoque, sa sœur et elle, séparément, afin qu'elles interviennent auprès de leurs frères sur leur façon de se défendre aux attaques racistes. La CPE leur incombe la responsabilité de gérer les réactions de ses frères et du racisme qu'ils vivent au sein de leur établissement. On remarquera que les parents ne sont pas inclus et que ceux à qui on demande un changement sont les victimes du racisme et non les agresseurs. Au collège, moi je me souviens, on était 4 en fait, frères et sœurs, et du coup on était les 4 petits chinois du collège quoi. Donc là c'est là où ça a commencé. Moi c'était dès le début. Dans ma classe il y avait un petit garçon qui il a juste décidé de se moquer de moi tout le temps. Il me disait ouais tête de citron tout le temps, il faisait des yeux, enfin tous ces trucs comme ça. Et c'est vrai que je pense que moi franchement c'est au collège, ça s'est vraiment dégradé en termes de... Parce que moi, je me souviens, j'étais une petite fille enjouée. Moi, j'étais un petit peu timide, mais à partir du collège, je me suis renfermée, quoi. Moi, je sais, j'avais tout le temps des moqueries, surtout de ce petit garçon, mais je disais rien. Alors que mes frères, eux, dès qu'ils avaient des moqueries, en fait, ils se bagarraient. Avec les enfants quoi, les gens de la classe et du coup ils essayaient de se défendre et du coup il y avait tout le temps un peu de bagarre dans la cour etc. Et moi je me souviens que j'avais été convoquée par la CPE un jour par rapport à moi où elle avait entendu dire mais je sais pas par qui qu'il y avait ce garçon dans ma classe qui m'embêtait tout le temps et qui elle disait pas qui disait des propos racistes, elle disait juste qui m'embêtait et tout. Moi je crois que je me souviens d'avoir juste confirmé mais sans plus t'avais pas voulu relever les incidents. Je me souviens pas trop qu'ils ont essayé de résoudre le problème de manière pratique etc. Et plus tard ma sœur m'a raconté donc il y a pas si longtemps que ça que elle aussi avait été convoquée par la CPE. Donc, à l'époque, nous, on savait pas. Moi, Et en fait, c'était par rapport à mes frères qui se bagarraient et que en gros, la CPE demandait à ma sœur d'avoir une discussion avec mes frères pour qu'ils arrêtent de créer les bagarres. Et en gros, pour qu'ils arrêtent de se défendre, quoi. En fait, pour qu'ils arrêtent de créer des problèmes. Oui. Alors que personne sortait des trucs racistes sur eux se défendaient. Les adultes ne faisaient rien pour arrêter ça, et c'était eux le problème, en fait, à la fin. Voilà. C'est assez problématique, ce genre de choses. Et ils demandent à des enfants de 11-12 ans d'aller régler ça. Voilà. Génial. C'est pour ça que tous ces micro-agressions, comme on appelle nous, que subissent les enfants racisés, à long terme, parce que quand tu subis ça, de quel âge? On va dire que les premières, moi, c'est vers 4 ans, de 4 ans jusqu'à ce que tu ailles à la fac, donc jusqu'à ce que tu aies ton bac, si on va pas sur les grandes études déjà. Faut que les gens s'imaginent ce que ça peut créer chez des enfants. Mais il faut vraiment que la lutte contre le racisme soit à la même hauteur que tout ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre contre le cyberharcèlement et le harcèlement à l'école. Tout à fait. Parce que pour moi, les conséquences, elles sont tout aussi graves. Ça peut conduire à tentative de suicide, ça peut conduire à des addictions, aux addictions, comportements d'addiction. Voilà, d'addiction, et ça peut conduire aussi au décrochage scolaire. Exactement. On se plaint assez que les enfants, comme ils disent, issus de l'immigration, n'ont pas assez de postes à haute responsabilité parce qu'il y a des décrochages scolaires. Mais derrière ce décrochage scolaire, qu'est-ce qu'il y a aussi? Quand vous êtes tout le temps agressé, humilié, rabaissé, qui a envie d'aller à l'école dans ces conditions? Personne. C'est une phobie, ça devient une phobie scolaire en fait. Phobie. Et il y a autre chose qu'on prend pas aussi en compte dans ce genre d'agression et la psychologue Aline Nativel Hamoud parle de ça, c'est ce qu'elle appelle la dépersonnalisation. C'est quand même quelque chose de très grave. C'est qu'en fait, l'enfant va se construire une autre personnalité.
C'est-à-dire que son vrai lui, son vrai être, il va même pas l'exprimer. Donc, imaginez ce que c'est de devoir chaque fois être en train de se contrôler pour dire il faut plaire à l'autre, pour essayer d'adapter son comportement à ce que l'autre attend de soi. À ce que son maître peut attendre de lui, à ce que ses copains peuvent attendre de lui pour se faire accepter, pour se sentir bien et se sentir en sécurité. Donc, faut imaginer ce que psychiquement ça doit créer dans son esprit. C'est un effort permanent. Donc qui engendre une fatigue. Et c'est quand même fatigant d'être dans la peau de quelqu'un d'autre, ce qu'on n'est pas. Il y a une dépersonnalisation, ce qui risque aussi de mener vers un trouble de personnalité. Essayer de se conformer à ce que l'autre attend de soi. Voilà. Pour éviter certains stéréotypes, se comporter différemment. Je me suis interdit les imprimés animaliers longtemps. Je commence à en porter que depuis l'année dernière pour pas avoir ce côté encore. La femme noire est toujours représentée comme féline, sauvage, panthère, gazelle. Donc je me suis dit non mais ça sert à rien. J'ai pas envie de mettre ça pour tout de suite avoir le côté t'es une tigresse ou ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire déjà en grandissant. On se dit ça y est, on a passé le cap de l'enfance. Mais pas du tout. Parce que le comportement, nos comportements sont quand même dus à notre enfance aussi. Voilà. Donc nos enfants, c'est la même chose. Ils vont s'empêcher d'être des enfants. Oui. Ils ne vont pas pouvoir jouer librement et vivre leur enfance ils ont déjà une pression, un poids à porter dû à leur couleur de peau. Oui. Que les autres enfants blancs n'ont pas. Ils ont cette innocence de pouvoir être des enfants, de jouer sans se dire que va-t-on penser de moi. Comment est-ce que je vais être regardée? Voilà. Est-ce que si je crie, c'est parce que les noirs sont bruyants? Est-ce que si je joue au parc en jouant avec d'autres enfants, est-ce que c'est parce que j'ai envie de jouer, crier comme Apolline, ou est-ce qu'on va pas dire de moi que je suis bruyant comme tous les noirs et voilà. Oui, mais c'est pour ça. Donc toutes ces micro-agressions qui créent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, faut se dire que ce n'est pas que on le voit. Donc c'est des choses qu'on peut mesurer, mais sur son développement de son cerveau, ça a un effet. Ça a un effet. D'ailleurs, c'est Catherine Gueguin, les pédiatres, qui parle de l'effet du stress sur le développement du cerveau et que ça rend en fait le cerveau était vraiment sensible au stress et qu'un enfant qui subit régulièrement des micro-agressions, son cerveau va se construire vraiment différemment. Donc les différentes parties du cerveau vont pas se développer correctement. Par exemple, le cortex préfrontal, ce qui se trouve en fait à l'avant. Ce cortex-là, il va servir à l'apprentissage, à la mémoire, à la décision, aux émotions. Oui. Alors, un enfant qui va être régulièrement agressé, dévalorisé, disputé, pas écouté, on ne va pas prendre en compte sa personnalité. Cet enfant-là, au fur et à mesure, son cerveau ne va pas se développer. Il va s'atrophier. Il ne va pas il va pas se développer correctement. Et à partir de là, il aura des problèmes d'apprentissage, des problèmes de prise de décision, même de mémorisation des informations. Donc, c'est quand même important parce qu'avant, on ne parlait pas de tout ça. Mais de dire que toutes ces micro-agressions ont réellement un impact très néfaste sur quelque chose qui est quand même cérébral, sur pas la génétique, mais sur la construction de son cerveau, du cerveau quoi. Le racisme est une micro-agression continuelle qui lui aussi, comme les autres agressions, va créer chez l'enfant du stress et que ce stress là aussi va jouer sur le développement cérébral de l'enfant. Et le lobe frontal, lui aussi, c'est comportements sociaux et relationnels. Et que si ce lobe ne se développe pas correctement, quand il va parler, par exemple, à une autre personne, quand il va se sentir en situation de stress, il va avoir un comportement qui n'est pas attendu. Ça veut dire qu'il ne va pas être capable de relativiser, de prendre du recul, et ses émotions vont déborder comme un enfant de 3 ans. Quand votre enfant de 3-4 ans fait des crises parfois, c'est parce que son cerveau n'est pas mature. Oui. Et parfois, on a aussi... dans certaines situations, des adultes qui vont faire de grosses colères parce que peut-être des petits, ils ont reçu tout le temps des micro-agressions. Voilà. Donc c'est quand même important de se dire, ça a un impact réel sur le développement du cerveau de nos enfants. Dans cet épisode avec Achaizo Mbali, journaliste et maman d'un garçon alors âgé de 10 ans lors de notre rencontre à Bruxelles en février 2020,
Acha Iso nous fait part des différences de traitement qu'elle a pu observer de la part des adultes éducateurs et des animateurs vis-à-vis de son fils par rapport à ses autres camarades blancs. Elle nous explique qu'à plusieurs reprises, son fils a été puni par isolation, la privation de récréation, de mots dans le cahier de liaison, alors que les autres enfants qui ont aussi été impliqués dans ces mêmes bêtises n'ont pas eu le même traitement. De plus, le fils d'Acha Iso a subi des sévices corporels de la part d'un adulte rattaché à l'établissement scolaire. Afin de le protéger et qu'il ne soit plus confronté à son agresseur, Acha Iso a dû le changer d'établissement scolaire. Je peux supposer qu'il y ait en tout cas de la discrimination, c'est quand les sanctions ne sont pas les mêmes. Donc quand moi j'arrive chercher mon fils à l'école, que lui il est contre le mur en train de pleurer parce qu'il s'est battu avec quelqu'un d'autre et que l'autre enfant en fait il joue. Et que je viens demander à l'enseignante ou à la personne qui surveille, mais pourquoi il est là? Ils se sont battus. Je dis, ils se sont battus, oui, mais pourquoi est-ce que lui est puni et pas l'autre? Ou quand il a un mot dans son journal et que je demande à voir l'institutrice et que en fait l'autre enfant, j'apprends qu'il a pas eu de mots ou des choses comme ça m'énerve. Et il a aussi une situation dans son école précédente justement qui a été la cause de la sortie. Une gardienne qui a accroché 2 enfants au porte-manteau, donc mon fils et son camarade noir aussi. Accroché au porte-manteau. Accroché au porte-manteau. Comme un objet. Voilà. Et qui a dit qu'elle ne les avait pas vus. Comment Véridique. Il jouait dans la cour et les a accrochés au porte-manteau. En fait, je l'ai vu parce que quand j'ai été récupérer mon fils, il avait la marque de la tirette au niveau des clavicules entre les deux. Ouais. Donc vraiment un trou, quoi. Et je dis, mais c'est quoi? Et puis ils font là, il m'explique que son ami a subi le même sort. Directement, je vais voir la directrice qui me dit que c'est pas possible. Je lui montre la photo parce qu'il faut toujours faire des photos, enregistrer aussi. Elle me dit que c'est pas possible, que cette gardienne est douce. Et je souligne, c'était une asiatique. Oui. Qu'elle est douce, qu'elle aurait jamais pu faire ça. Je dis oui, elle l'a fait à Curtis, elle l'a fait à son ami aussi. Et les enfants l'ont vu parce que les enfants, quand ils parlent, les enfants dans la cour. Donc, j'ai d'autres enfants de la classe qui sont venus me dire, oui, madame, telle, elle a accroché Curtis et au porte-manteau. Et donc, j'ai dit, donc, tous ces enfants-là vont me mentir et mon fils aussi va me mentir. Et la marque, elle signifie quoi, cette marque? Mais ils n'ont pas demandé à la personne concernée? Si, bien sûr. Elle a d'abord pris la défense, évidemment, de son employé. Après, j'ai exigé une rencontre avec cette gardienne qui soulignait, avant mon arrivée, que c'était pas vrai, que les enfants mentaient. Et puis quand elle m'a vue, en fait, parce que bon, on peut aussi être des hungry black women, donc avoir la mine bien serrée, les gros yeux. Elle a juste dit en fait qu'elle les avait pas vus, qu'elle a pensé ramasser un manteau et qu'elle l'a accroché 2 fois. Donc les enfants n'ont pas de poids, les enfants, tu les vois pas en fait, ils parlent pas, ils crient pas, tu t'es stone ou bien? Attends, c'est un truc de dingue cette histoire. Et j'ai enregistré donc cet échange-là, et puis j'ai été portée plainte. Et donc évidemment la police, puisque c'était une école communale, s'est référée à la directrice, qui m'a appelée pour me demander pourquoi j'avais porté plainte. Parce que c'est ça. Il y a quand même eu quelque chose d'atteinte physique, quoi. Mais oui, c'est ça. Atteinte physique et puis mise en danger des enfants, bien tout sûr, simplement. Et cette gardienne a été réhabilitée l'année d'après, comme si de rien n'était. Et la commune a juste dit oui, on garde votre plainte en suspens. Et s'il y a d'autres cas, comme ça, on a déjà quelque chose. Et l'autre maman n'a même pas porté plainte en fait, parce qu'entre-temps, il lui avait envoyé les services sociaux. Et cet enfant-là a quitté l'école aussi. D'accord. Donc, et là, oui, là, pour moi, c'est du racisme, clairement. Oui. Sauf qu'encore une fois, on peut pas dire que oui, c'est du racisme. On doit exprimer les faits autrement. Et finalement, ça n'a rien donné puisque parce que c'est insinueux en plus le racisme. Oui, c'est ça. C'est un poison qui fait en sorte que tu n'es jamais sûr à 100%, que tu doutes de toi et qu'on te fait douter régulièrement. C'est ça. Donc à la fin, je passais vraiment pour la mère, je vais pas dire hystérique, mais qui était toujours là en train de se plaindre, en train de chercher. Mais non, en fait, je dois défendre mon enfant et mon enfant doit se sentir bien là où il va pour apprendre. Il est là pour apprendre, c'est tout. Et du coup, ça a donné quoi pour lui, par exemple? Il a ressenti comment? Est-ce qu'il t'en a reparlé après? Ah oui, il m'en parle régulièrement. Il demande mais pourquoi est-ce qu'elle m'a accroché? Pourquoi elle a dit qu'on mentait? Elle a accroché aussi donc le nom de son ami. Et pourquoi elle a accroché que les noirs? Pourquoi elle ne nous aime pas? Et donc oui, des fois il en parle, je lui explique, je dis voilà, c'est une raciste et elle t'aime pas, c'est vrai, mais elle doit pas te manquer de respect. Et je lui rappelle aussi qu'il est pas là pour se faire aimer non plus. Parce que c'est un truc que j'entends souvent chez lui, j'ai envie qu'on m'aime, je veux que tout le monde m'aime. Je dis tout le monde pourra pas t'aimer, non, voilà. Tout le monde pourra jamais t'aimer,
Mais tu dois exiger le respect de tout le monde. Ça, par contre, oui. On casse les rêves de nos enfants dès le début, c'est ce qu'on disait aussi dès le premier épisode et aussi lors de du jingle. Je sais pas si on appelle ça un jingle. De l'introduction. L'introduction. Non mais tu sais la musique, comment on appelle ça? Un jingle? Oui, Lancer le jingle. Non, je pense que ça s'appelle pas comme ça. Je sais pas. Écoute. Donc voilà. Donc lors de on casse les rêves des enfants parce que toi tu peux pas être astronaute justement. Tu ne pourras pas être je sais pas moi avocate. Toi tu vas être bonne à être femme de ménage ou tu vas faire un CAP, un BEP, tu vas voilà. Donc c'est pareil, on n'autorise pas le fait de forcer, de pas autoriser l'enfant à rêver à ce qui pourrait être. Le rêve, moi j'avais envie d'être infirmière et en même temps bonne sœur. Bon, ça n'a rien à voir. Mais ça me donne pas de toi, ça. D'où ça vient? D'où vient ce côté je veux être bonne sœur? Je sais pas. Bon, mais on a tous des rêves quand on est enfant et on se dit ça va arriver mais c'est en grandissant ce choix de ce qu'on veut faire, c'est nous qui le décidons, c'est pas la société. Alors que les enfants racisés depuis tout petit, on leur répète que non, ça tu pourras pas faire. Déjà si tu fais ça, c'est est-ce bien. Qu'on leur répète mais pas nous, mais je parle du niveau du bien sûr à l'école. Mais est-ce qu'on leur répète réellement est-ce qu'on leur répète réellement non, tu feras pas ça. Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'injecté inconsciemment? Est-ce que c'est un adulte qui leur dit ça ou est-ce que c'est toutes les images, toutes les représentations, tous les gens autour qui font que en fait ils se disent non, moi je pourrais pas être ça. Ça joue. Parce que les deux jouent. Parce que tu vois, moi je vais donner l'exemple de mon cas où quand j'étais en première, j'ai eu mon envie de devenir chirurgienne esthétique. Ah, esthétique, et pourquoi ça? Carrément. Me demande pas. Pourquoi esthétique? Je sais pas. On était en première déjà. Voilà, en première S. Et le premier truc que mon prof principal m'a dit, il m'a regardé et m'a dit, parce que vous voulez vraiment être chirurgienne esthétique? Et le vous voulez vraiment, ça ne voulait pas dire c'est pas faisable. Mais ça, t'avais des grands rêves, toujours. Non, mais c'est bien, quoi. Tu vois? Déjà, tu t'es permise de rêver ça. Voilà. C'est génial, quoi. Sauf que mon prof, il m'a calmé direct. Il m'a dit, ayez déjà votre bac, on verra. Parce que avec les gens comme vous, c'est très, voilà. D'accord. Mais quand ton prof te dit avec les gens comme vous, on sait comment ça se termine. Tu sais que inconsciemment, il sous-entend que déjà si t'as ton bac, c'est bien, quoi. Donc cherche pas à aller plus loin. Et donc c'est pour ça je dis, c'est que peut-être petit, je pense que c'est pas dit ouvertement, mais plus tu grandis, c'est dit ouvertement. D'accord. Dans ce sens-là, où on te fait comprendre que tu n'as pas les capacités, donc contente-toi d'aller faire ton CAP, contente-toi de faire ci, ça sera déjà très bien. Après petit, c'est vrai que petit, ce n'est pas dit aussi ouvertement. Mais petit, c'est aussi l'imaginaire se travaille aussi avec ce qu'on a autour de soi. Tu crées ton imaginaire avec aussi ce qu'on t'apporte. Ça veut dire que pas plus tard qu'il y a quelque temps, on discutait et on parlait de la princesse blonde. Si tu vois, si tout ce qui est autour de toi, toutes les représentations autour de toi, toutes les représentations qui te permettent d'imaginer des choses extraordinaires ne te ressemblent pas. Alors au début, tu vas dire ouais, moi je serais cette princesse blonde, je serais voilà. Et puis au fur et à mesure, tu vois, t'as la princesse blonde. Et puis t'as l'autre là à côté, derrière un peu. C'est comme dans l'art quand tu regardes les tableaux. Alors bien sûr, t'as des femmes, t'as les émotions de ceux qui sont blancs à côté, tu vois. Et puis t'as l'espèce de truc là derrière au fond qui est noir, mais d'un noir sombre, sans aucune nuance, qui ne ressemble absolument à rien et qui sert juste d'objet là, tu vois. Donc au fur et à mesure, c'est pareil. Tu l'as intégré ce truc là aussi au fond là derrière qui te ressemble. Voilà. Donc elle est où ta place? Est-ce que tu es celle qui a le droit d'être Amélie Poulain? Ou est-ce que tu es le balayeur qui passe à côté d'Amélie Poulain tous les 5 secondes, tu sais, voilà. Est-ce que tu as le droit, toi aussi, d'être cette rêveuse? Est-ce qu'on fait des films sur toi où tu n'es pas juste, comme dans Noir n'est pas mon métier? Est-ce que tu as le droit d'être juste une personne en train de, je sais pas, d'être mère, être la créatrice? Non, tu dois être terre à terre. Tu dois représenter l'immigration, tu dois représenter la souffrance. Enfin, tu vois, il y a tout ça aussi qui fait aussi que ça t'empêche d'imaginer, de te créer. Toutes ces micro-agressions,
ont bien entendu une répercussion dans la vie d'adulte. Ah oui. Font aussi la construction. En fait, on se construit de cette façon-là. On se construit aussi avec toutes ces micro-agressions et ça a des conséquences. Donc ça a des répercussions dans la construction de l'adulte que nous serons plus tard. Enfin, que nous sommes maintenant, nous, mais que nos enfants seront plus tard. Parce que ça provoque du stress, du mal-être, de la dépersonnalisation. Dans cet extrait de l'épisode 1 de la saison 2, sorti en septembre 2020, intitulé « La menace du stéréotype », le docteur en psychologie Raki Kassi nous explique ce qu'est exactement la menace du stéréotype, ainsi que les conséquences de cette menace. La menace du stéréotype, c'est la crainte de confirmer, par son comportement ou sa performance, les stéréotypes qui sont associés à son groupe. Donc ça veut dire que les gens pensent que les Noirs ne sont pas intelligents, ou les gens pensent que les Asiatiques sont intelligents, par exemple. Je suis dans une situation où on évalue mes compétences intellectuelles. Si la situation me fait penser à mon groupe, donc je suis la seule Noire, je suis le seul Asiatique, je vais me mettre une certaine pression, je vais me dire il faut absolument que j'y arrive pour leur montrer que ce n'est pas vrai, que moi je suis intelligent, tu vois. Bien sûr. Ou alors je suis asiatique, je leur montre il faut absolument que j'y arrive parce qu'on attend de moi que j'y arrive. Et je me mets tellement la pression que je crée de l'anxiété et j'ai pas suffisamment de ressources pour bien faire mon exercice. Et finalement j'y arrive pas, j'échoue et je confirme le stéréotype. Oui, c'est ce que tu C'est ça l'effet de menace en fait, tu vois. Et du coup, ça peut arriver avec la simple connaissance du stéréotype, c'est-à-dire que je sais que les autres me voient comme ça. Même si je l'ai pas internalisé, même si j'y crois pas. C'est ce qui compte, c'est le regard de l'autre. Et ce qui mène à un changement en fait aussi de mes réactions. Oui, puisqu'il y a le contrôle de sa réaction, il y a aussi le fait de pas être naturel et de pouvoir contrôler ce qu'on fait. Je contrôle ce que je fais parce que si le stéréotype est négatif, je vais essayer de l'infirmer, de dire de montrer que c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas vrai pour moi. Si le stéréotype est positif, bon, si ça m'arrange dans le cas des Asiatiques, je dois montrer aussi que j'y corresponds, ou alors que j'y corresponds pas. Enfin, dans tous les cas, ça crée une certaine pression, en fait. Et ça change mon comportement. J'ai quand même un cas en ce moment qui me pose beaucoup de questions et que je trouve très très intéressant. Donc c'est une jeune femme, je vais pas dire son origine parce que j'ai pas envie qu'elle se reconnaisse, mais une jeune femme noire. Et je me suis rendu compte à force d'explorer avec elle qu'elle avait internalisé, mais vraiment, vraiment profondément, que son origine, sa couleur, son style de vie, c'est-à-dire le fait qu'elle vivait en banlieue, que ses parents ont eu plusieurs enfants, ont eu 5 enfants. Pour elle, c'est pas normal et c'est pas bien. Ce qui est bien, ce qui est normal et ce qui est juste et ce qui est la norme, c'est d'avoir 2 enfants maximum. C'est d'avoir une maman qui travaille. C'est d'habiter dans une maison et pas dans un HLM. Elle a vraiment internalisé ça. C'est-à-dire qu'elle se sent inférieure aux autres. Parce que là où elle est à la honte de là d'où elle vient, elle parle jamais de sa famille, elle élude toutes les questions liées à son origine parce que pour elle, c'est pas bien. Et elle est convaincue que aucun homme ne pourra l'aimer parce que elle a rien à offrir. D'accord. C'est un gros travail là de reprise de confiance en soi, moi j'essaye de travailler sur ça avec elle en fait. Je me suis rendu compte que vraiment elle a internalisé le fait que les blancs et leur style de vie sont meilleurs, supérieure à elle et son style de vie. Quand on sort et qu'on se retrouve face à des individus qui vous ramènent toujours au fait que le fait que vous ne soyez pas blanche, c'est quelque chose de négatif, l'estime de soi est fragilisée. Il y a une fatigue, il y a une fatigue constante, il y a une réelle fatigue face à une agression. C'est comme l'histoire de la goutte d'eau par exemple. Si on vous fait pendant des années une goutte d'eau, c'est de la torture au bout d'un moment, ça creuse. Donc c'est exactement la même chose en fait. C'est des douleurs on a beau être renforcé au sein de sa famille, on ne reste pas toute une vie au sein de la famille. On passe quand même la majorité de notre temps à l'extérieur, à l'école. Mais en tant qu'enfant,
on est confronté au monde extérieur. On ne peut pas vivre dans un cocon interne. Mais toutes ces agressions, ces micro-agressions, ça peut pas faire un adulte qui est forcément bien dans sa peau. Même s'il passe outre, on dit que les enfants font preuve de résilience, mais la résilience, à un moment, tu peux intérioriser. Ça peut et puis tout le monde ne réagit pas de la même façon. Voilà. Il est quand même important de dire qu'il y a ceux qui arrivent à passer outre. Mais il y a plein de personnes qui ne passent pas outre non plus. Nous n'avons pas bien sûr les mêmes personnalités, les mêmes capacités à gérer les émotions. Pas les mêmes familles à l'intérieur, pas les mêmes. On croise pas les mêmes personnes après. Donc il y a tout un tas de facteurs qui fait que non, c'est sûr, pour peut-être quelques petits qui y arrivent, il y en a combien qui vont être cassés par ces expériences. Il y a combien de gens qui vont être laissés sur le carreau par ces expériences racistes. Et je fais juste une petite parenthèse quand même parce que je trouve ça quand même important. J'entends régulièrement que le colorblind, on va nous dire, écoutez, vous faites une fixation sur ça, moi je ne vois pas la couleur. Alors à partir du moment où une personne me dit qu'elle voit pas la couleur, pour moi c'est qu'il y a un problème. Soit elle a un problème, elle ne voit qu'une couleur. Donc dans ces cas-là, qu'elle m'avoue qu'elle ne voit ni le vert ni le rose. Donc quand je porte un pull vert, ça veut dire qu'elle ne le voit pas non plus. Quand elle voit une blonde, elle ne fait pas la différence entre une blonde et une brune. Quand j'ai un pantalon rouge, dans ces cas-là, elle ne voit pas non plus la différence. Ce côté je ne vois pas la couleur, pour moi ça me montre bien qu'on voit la couleur, mais que on ne veut pas l'admettre. Que les maîtresses vous disent qu'elles voient pas qu'un enfant est roux, qu'un autre est blanc, que l'autre a des cheveux noirs, que l'autre a des lunettes, que l'autre... Enfin, non, on ne peut pas me dire ça, tu vois. Donc, ce côté, je ne vois pas la couleur, pour moi, c'est la preuve même qu'elle voit quelque chose et qu'elle ne veut pas l'admettre. Qu'elle ne veut pas admettre que cette couleur peut créer une différence. Oui. Alors par contre, si une personne me dit, oui, moi j'ai un réel problème, il y a des daltoniens, il y a des moi je vois vraiment pas la couleur entre le gris, le blanc, le rose, le vert, d'accord, on en parle. Mais qu'on me dise pas qu'on voit pas la couleur, ou alors je viens d'apprendre qu'en France il y a énormément de gens qui ont des problèmes, avec leurs yeux. Oui, c'est clair. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse de cette couleur qui important. me tenait c'est quand même à cœur. Parce qu'au final, cette histoire de je ne vois pas la couleur, ça évite le sujet du racisme. Ça renvoie encore au fait que les personnes qui en sont victimes affabulent. Voilà. Et puis, en fait, c'est ça. Et puis, ça, personnellement, je trouve ça d'un ridicule. Enfin, je sais, c'est du déni. C'est un réel déni. Voilà. Mais c'est un déni, je te dis, pour fuir et pour affronter le problème. Quand tu dis qu'il n'y a pas de problème, t'as pas besoin de le régler. Donc là, de dire qu'il n'y a pas de couleur, c'est histoire. La technique de l'autruche. Voilà, je ne vois plus la couleur. Vois pas de couleur. Où est le trou? Oui, le trou. Voilà. Que je mette ma tête, parce que là, quand tu passes, je vois plus la couleur. Je ne vois plus. Donc c'est ça, en fait. C'est conscient. Pour moi, c'est conscient quand ils disent qu'ils ne voient pas la couleur. Ouais. Mais bon. Vous allez écouter un extrait de l'épisode 5 de la première saison avec Danny Boumba. À travers cet extrait, Danny nous livre une expérience traumatique qu'il a vécue enfant en compagnie d'un ami. Il était alors âgé de 12 ans lorsqu'il se fait contrôler et violenter physiquement et verbalement par un policier. Il a longtemps eu cette expérience traumatique, que ce soit par son propre vécu ou celui de son fils âgé de 10 ans à l'époque des faits. Danny nous livre son expérience. Cet épisode a été enregistré durant le printemps 2020. Il y a de cela quelques mois, Danny a dû de nouveau faire face à une situation de racisme au sein de l'établissement scolaire de son deuxième fils. Tu m'avais parlé aussi de ce qui t'était arrivé à l'âge de 12-13 ans. Avec la police, oui. Bon, j'avais 13 ans. Contrôle de police, j'étais avec un copain. Donc on est tous les deux noirs. Dans leur véhicule, ils s'arrêtent à notre niveau. Ils descendent, ils viennent contrôler qu'est-ce que vous faites là, près d'un parc dans lequel on joue au foot. Le souvenir le plus clair que j'ai, c'est quand on était posé. Si on a 13 ans. Et voilà, entre potes, vous êtes en train de parler. Voilà, tu on devait parler de Pokémon ou de Dragon Ball Z, quoi. Tu vois, les policiers s'arrêtent devant nous, descendent, plein de zèle déjà, et tout de suite. Enfin, moi, je me souviens que je suis un peu effrayé tout de suite, vraiment, tu vois. Je sens qu'ils viennent avec une énergie pas du tout. Positive et donc du coup et clairement ils arrivent et nous gueulent dessus qu'est-ce que vous faites là, dégagez de là, ils nous contrôlent du coup. Et moi j'avais pas de pièce d'identité. En même temps, personne sort à 12 ans avec sa pièce d'identité, on n'avait pas de pièce d'identité à ce moment-là. Moi, j'en avais juste pas du tout, en fait, pièce d'identité. Je m'attrape par le col, qui me dit, c'est chez nous ici, vous n'êtes pas dans votre quartier, dégagez d'ici, qu'on vous revoit pas. Et des adultes qui te sortent ça à un enfant de 12-13 ans, quoi. Et donc, ils font mine déjà de partir. Et nous, on comprend pas, donc on reste, en fait.
On reste sur place. Et il y en a un qui revient sur moi et qui m'attrape par le vêtement. Et avec son autre main, il me tire les cheveux. Waouh. Il me dit, tu veux pas que je te coupe tes couettes, toi? Ouais. Je me rappelle qu'il disait ses couettes. Ça m'avait vexé, en fait. Toi, t'avais des locks à l'époque. J'avais des locks, en fait. Oh, ouais. Et ça me vexait qu'ils me disent des couettes. Parce que, tu sais, tu te retrouves souvent face à des gens qui te disent, mais pourquoi tu fais des coupes de filles, tu vois? Donc, tu vois, t'es un peu con. Et il me dit d'autres choses que, tu vois, c'est marrant, même aujourd'hui, j'aime pas le redire, en fait, ce qu'il me disait, tu vois. Un moment qui nous dit, vous êtes des petites putes, vous êtes des petites putes, petites salopes, je sais plus ce qu'il avait dit exactement. Mais c'était un des deux, quoi. Qui te dit ça, quoi. Bon, ok, tu comprends pas. Et vraiment, à 13 ans, je me souviens ne pas comprendre, en fait. Réellement, tu vois, ça m'a perturbé parce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas, c'était la police, en fait, en plus. C'était la police, en plus, bah surtout qu'il utilisait un langage auquel j'avais jamais été confronté. Même avec une embrouille avec un autre garçon, par exemple. Tu vois, ça avait jamais été aussi violent dans le propos, tu vois. Puis en plus, qu'il nous ait attrapé par le col et tout ça, je me disais, non, c'est sûr, il va nous monter en l'air. À un moment donné, il va nous... Oui, puis c'est la police. C'est un homme, c'est la police, en fait. Voilà. Ça correspond pas à l'image que tu as de la personne avec l'uniforme. Moi, je me souviens à ce moment-là penser à mon père, en fait. Me dire, mais si là, le keuf, il se met à nous violenter, et que ça en vient à aller, imaginons, au commissariat. Oh my God. Là, ton père, il va te laisser tomber. Ah non, mais là, dans ma tête, il se passait, tu sais, l'image des 4 Ghanéens, là, avec le cercueil sur tout. Je le voyais comme ça, là, vraiment. Et moi, je suis dans le cercueil. Arrête. Et j'étais là, merde. Je crois que c'était un cocktail de peur entre ce que le policier me faisait de peur, et mon père, ce qu'il aurait pu dire. Ce qu'il aurait pu dire et faire. Je n'ai jamais raconté cet événement. Est-ce que tu m'as dit que tu l'avais pas raconté ni à ta mère, ni à ton père? Ni à ma mère, ni à mon père, que j'ai gardé ça toute mon enfance, toute ma jeunesse. Et même avec ton copain, sur votre chemin du retour, vous avez même pas pu en parler, en fait. Vous avez baissé la tête et vous avez marché silencieusement tous les deux. Ouais, exact. On n'a pas parlé. Je me souviens qu'on était choqués. On s'en est pas reparlé. Et du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec ton fils, parce qu'il a eu un incident aussi, il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc il y a 3 ans, donc il avait 10 ans. Il était en quelle classe? Il était en CM2. Il y a un événement qui se passe avec son maître d'école qui lui dit qu'il soit en classe avec un de ses copains à certainement faire du bavardage ou se chamailler avec son camarade, enfin comme il peut se passer dans une classe de CM2. Son prof lui dit calmez-vous, c'est pas l'école de vos ancêtres, c'est l'école de mes ancêtres. Alors, son enseignant principal en CM2 lui dit c'est pas l'école de vos ancêtres, à ton fils. Ouais, à mon fils et à son camarade qui sont 2 garçons racisés. D'accord. Noirs. Qu'est-ce que ça a à voir les ancêtres là-dedans quand tu fais du bruit? J'ai jamais compris en fait le rapport. Il voulait préciser que c'était les Gaulois, non? C'est une façon parabole de dire retournez chez vous. T'es pas chez toi, calme-toi. T'es pas à ta place. T'es pas à ta place, ouais, voilà. Si vous respectez pas, retournez chez vous, quoi. Cette première réflexion et après ça, il lui dit, oui, c'est bien, petit esclave. Il lui dit, petit esclave? Ouais, c'est bien, petit esclave, parce que ils étaient en train de faire un exercice en binôme, donc. Donc mon fils était avec ce camarade-là, et quand le prof leur dit de ranger les affaires, d'après le prof, le camarade laissait tout faire mon fils. Ouais. Et du coup, il s'est dit qu'il fallait qu'il l'appelle petit esclave. Le prof me dit, mais j'ai dit ça pour le défendre. Ah, bah oui, c'est sûr. C'est vrai que juste avant, tu lui dis, en fait, que c'est pas l'école de ses ancêtres. J'ai dit pour le défendre, et pour dire à l'autre que, non, c'est pas lui de faire tout seul. Donc, il dit à mon fils, c'est bien, petit esclave. Et quand, donc, du coup, j'ai été voir le prof, je dis, mais vous vous rendez compte que ce que vous dites, parce que ton fils t'en a parlé. Ouais. Il est venu te voir en disant. Il en a parlé d'abord à sa mère. Ouais. Et de ça, je suis parti voir le prof. Mais ça t'a fait quoi, toi, en fait, quand ton fils t'a dit ça? Ah, mais. Ouais, ton sang, il a fait qu'un tour, quoi. Ouais, grave. Mais il a fait qu'un tour, je crois qu'il me sortait par les yeux.
tellement j'étais énervé. Et ça t'a fait penser justement à des choses par rapport à toi? Tu t'es dit mince. Ça m'a fait penser en fait à cette ascendance que beaucoup d'adultes blancs prennent sur les enfants noirs en fait, les enfants racisés de manière générale. Ce truc où ils font valoir leur pleine puissance, ils s'en prennent beaucoup à nos enfants, de manière très consciente. Et je l'ai vu avec ce prof. En fait, toute l'enfance de l'enfant, il lui enlève. Dans leur façon de communiquer avec eux, de considérer ce que les enfants font. Encore une fois, on parle d'enfants, quoi. Je veux dire, un gamin qui a 10 ans, qui a 10 ans, qui bavarde avec son copain. Tu vois, moi, j'ai donné des cours aussi à des enfants et les enfants, ils bavardent, c'est ça. Ils ont un temps de ils peuvent pas être exactement, à 100%, mais comme nous-mêmes. Exactement. Et c'est clair que c'est pas toujours facile. À aucun moment tu te dis bon, faut que je vais faire du mal à ce gamin pour le calmer un peu. Professeurs là qui attaquent les enfants comme ça, ils sont très cons, ou alors ils sont juste très conscients que ça fait juste du mal, mais ça ne les calme pas. Jusque là, c'était bon de toute façon. Il va certainement pas le rapporter à ses parents, et puis s'il le rapporte à ses parents sont même pas alignés 10 mots en français. C'est un peu ce fantasme-là aussi qui se font des parents, qui est souvent faux d'ailleurs, et quelque part en attaquant les enfants comme ça, c'est une façon de manquer de respect aux parents, tu vois. Et du coup, avec ton fils, quand il te l'a dit, et donc, comme mon fils, il me le dit, au départ, j'en parle autour de moi. Ça me prend 2 jours, j'en parle autour de moi. Et là, je me rends compte, en fait, de la réalité. Je me rends compte qu'en réalité, il y a beaucoup plus de racistes que ça. Il y a les racistes conscients, il y a ceux qui sont inconscients. Donc là, tu t'embarques dans une démarche où tu es seul. Ouais, là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Parce que les gens sur qui tu comptais et qui, naturellement, auraient dû être de ton côté, ne le sont pas. Oui. Et ça fait encore plus mal, en fait. C'est une trahison. C'est violent. C'est violent. C'est très violent. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire entendre parce que t'en as qui sont juste certains d'être bienveillants avec tout le monde, qui ont un grand cœur pour tout le monde. Moi, j'aime tout le monde. C'est ça. J'aime tout le monde, noir, blanc, machin. Je vois pas la couleur. Je vois pas les couleurs. Ce truc de oui, mais Dani, franchement, t'exagères un peu. Non, mais c'est toi le problème à la fin, en fait. Oui, mais c'est toi le problème. C'est oui, mais t'es trop radical, t'es trop extrême. Tu vas te confronter parce que tu te rends compte qu'il faut t'aller confronter le prof à la violence de ses propos, et puis parce que tu vois aussi que ton gamin, quelque part, il est touché. Du coup, il sait pas de quel côté se mettre parce qu'il voit que ça crée des scissions entre les gens qui sont censés être avec lui. Donc, il a d'une part envie que ça disparaisse. Il peut culpabiliser aussi, de se dire c'est moi qui ai posé le problème. Exactement. Dès ce moment-là, tu dis, ah non, mon fils, faut que tu saches une chose, je serai toujours avec toi. Ce que ce prof a fait, c'est répréhensible. La raison, elle est pour toi. Et c'est toi qui as été victime de quelque chose. Et tu vois, c'est aussi ce truc-là de... Le mot victime, on l'a tellement... Quand c'est les noirs qui l'utilisent... C'est victimisé. Tu vois, plus la même chose, c'est plus victime. Voilà, le noir, quand il peut pas utiliser le propos victime, sinon c'est... mais le prof, il me sortait ça à un moment. Il me dit, mais on peut plus rien dire. Mais il m'a dit exactement ce truc. Mais... Tu vois, moi, je me pose la question quand même. Le truc, c'est pas qu'on soit victime, en fait. Qu'on soit victime, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est intégré dans toute la société. D'ailleurs, on nous voit des trucs de la Croix-Rouge, de l'UNICEF, du président Macron qui va aller sauver l'Afrique, des gens avec des sacs de riz sur le dos. En fait, on est toujours victime, mais c'est pas ça. C'est que quand on désigne un coupable, le problème, il est là. J'ai l'impression que si nous, on se permet de nous-mêmes de désigner un coupable, là, c'est ferme ta bouche et rentre chez toi. Parce que nous, on va le désigner à ta place, en fait. Nous, on va dire que t'es victime et puis on sait comment faire. Ah bah oui, grave. J'ai l'impression que c'est plutôt ça le problème, clairement, de désigner notre oppresseur par nous-mêmes. Bah oui, si l'oppresseur, il est blanc, ah bah oui, forcément. Ah bah tu fais de la victimisation, mais ça va. C'est un contexte qui se vérifie dans plein de cas de figure, de rapports. Je veux dire que ça soit avec un professeur, que ça soit même dans des relations intimes. Dès lors où tu vas faire entendre à quelqu'un que bon, j'aime pas ta façon de faire, ça m'oppresse. C'est la victimisation, machin. Faut que tu acceptes. Donc le prof mon gamin qui vient et qui me dit... non mais écoutez monsieur, si on ne peut plus rien dire, j'ai fait beaucoup de choses pour beaucoup de petits Africains qui me disent. N'allez pas me faire regretter d'avoir fait tout ça pour eux. Non mais qu'est-ce que ça a à voir ? Non mais le mec il part en merci vrille, mon pépère, mais du coup moi je fais entendre, moi j'en démords pas et je lui dis à un moment, monsieur, écoutez, arrêtez d'insulter mon intelligence. Il essaie de faire Attends, j'ai l'impression qu'il parle de Pablo Escobar à un moment donné, tu vois, genre c'est... Il a 10 ans, quoi. Non mais oui, mais aussi votre fils, je dis, écoutez, en fait, mon fils, même si vraiment bavardé comme jamais, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il a bien pu faire en classe je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire en classe de tellement si grave.
Enfin, je sais pas, mais t'as pas à dire. Je suis pas d'accord avec ce que vous lui avez dit. Donc il y a un peu ce truc-là de essayer de me faire entendre que mon fils est quelque part turbulent pour pouvoir justifier. Enfin, en tout cas, lui, il a pas un instant reconnu à quel endroit c'était déviant de dire une chose pareille, tu vois, de parler d'esclaves, de parler d'ancêtres à des petits enfants noirs. Et essayer de me faire croire à moi. À un moment, il me dit, mais non, mais moi, quand je leur parle de leurs ancêtres, pour moi, ce sont des Français. On a les mêmes ancêtres. Mais j'avais pas vu que c'était des petits noirs. Ah bah oui, tu vois. En même temps, il te dit ça et 5 minutes avant, il me disait, non, mais n'allez pas me faire regretter d'avoir fait des trucs pour les petits Africains. Et en fait, après, ton fils, il l'a pris comment? Mon fils, j'ai vu à ce moment-là, on en a parlé souvent. Je sais qu'il en parlait avec personne d'autre. Il avait compris que maintenant, quand il y a une tornade qui arrive, avant que la tornade le touche, j'étais là pour faire barrage, quoi. Mais j'ai des amis, dont une qui m'a aidé à rédiger un courrier que j'avais envoyé à l'académie. Oui. Ah, t'as fait un courrier à l'académie? Ah ouais, j'ai fait un courrier à l'académie, j'ai fait un courrier aux parents d'élèves, voilà. Et donc, j'ai fait des courriers. Bah, justement, en tant que parent, on est parfois démunis et on sait pas où se tourner. Ouais. Et que si on écrivait plus, si on écrivait justement ce qui se passait, si on rapportait ce genre de choses, il y aurait une traçabilité. Clairement, ouais. Ton amie qui a fait la lettre, elle était juriste? Elle est juriste, ouais. De ces courriers-là, il y a 2 mamans, dont une en particulier, qui était venue me voir pour me remercier d'avoir fait ça, parce qu'elle avait encore un gamin aussi. Elle avait vu le truc via parents d'élèves, là. Oui. J'avais fait un mail dont tous les parents d'élèves qui avaient laissé leur mail recevaient. D'accord, donc ils ont tous été informés. Voilà. Et il y a une maman qui vient me voir et donc elle me disait que bon, elle avait déjà eu un grand qui avait été à l'école et que elle s'était toujours sentie impuissante face à ses profs qui pouvaient dire des choses qui étaient de l'ordre du racisme sans jamais se retrouver face à des parents qui les remettent à leur place, quoi. Parce que ces parents, comme on disait tout à l'heure, soit ils avaient pas le temps, soit ils étaient même pas au courant, peu importe. Enfin, l'idée là, c'est que faut plus que ce soit possible. Faut que les profs se disent vaut mieux pas que j'aille trop loin parce qu'ils ont des parents, les gamins qui nous tombent dessus. Tu vois. Et tu penses qu'il y a une différence du coup entre le traitement des garçons et des filles à l'école? Ouais. Par rapport à quoi? Il y a un rapport à la culpabilité évidente. Culpabilité de quoi? D'être potentiellement un méchant. Ouais. Un turbulent, ce que tu veux. Tu vois, c'est quand le prof il vient, il essaie de se justifier, et ça c'est monnaie courante. Il essaie de se justifier par tes préjugés. Enfin, tu vois, tu me parles de quoi, d'un gamin qui bavarde tout le temps. Il y a un sous-entendu de violence derrière. Oui, il y a un sous-entendu de violence. Donc il y a un peu ce truc-là, histoire de justifier leur débordement. Petit garçon, on va le rabaisser en lui faisant croire qu'il est que brutalité, violence, incohérence. Tu vois, c'est des trucs qui reviennent souvent. On essaie de te faire passer pour quelqu'un qui n'est jamais cohérent. Ce que tu exprimes n'est jamais clair ou pas assez correct. Donc t'as vite fait ou alors de te buter contre ces idées, contre ces gens qui t'apportent ces idées-là, ou alors t'as vite fait de te renfermer avec des gens qui te ressemblent, qui sont comme toi et qui comprennent simplement. Tu vois, j'ai travaillé aussi avec des enfants. Oui, les enfants c'est pas toujours simple, mais ça reste des enfants. Mais ça reste des enfants. C'est-à-dire que même dans leur vacarme, et je te parle même de l'enfant le plus relou, celui qui teste plus tes limites, même lui ça reste un enfant. À aucun moment tu te dis que le rabaisser sur ses rapports à ses origines ou rapport à non. Donc la stigmatisation appelle à la ghettoisation, tu vois. Et en même temps, ghettoisation, on reproche pas à des blancs d'être ghettoisés. Mais clairement, leur ghettoisation, elle est différente parce que pris un peu en référence. Le plus dur, c'est de se confronter en plus de ça à leur mauvaise foi, quoi. C'est le propre du racisme inconscient, tu vois. T'es persuadé que parce que tu donnes cours à des enfants noirs, que t'es pas raciste, t'es persuadé que parce que tu sors avec un noir ou une noire, que t'es pas raciste, t'es persuadé que parce que t'as des enfants métis, que t'es pas raciste. On parle d'un racisme systémique. Et donc, revenons au mal-être. Le mal-être fragilise l'estime de soi, ce qui mène aussi en fait à des comportements. Quand on est fragilisé, il y a quand même des enfants qui vont jusqu'au passage à l'acte. Le mal-être des personnes, des Noirs, des Arabes, ne pas étudier en fait le problème. Pour moi, c'est justement faire semblant de pas le voir, encore une fois. Ne pas étudier le fait de combien de Noirs dans une société avec un poste à responsabilité
Où est la dérive? Moi, je reviens là-dessus pour te dire que à côté de ça, ils ne font pas de statistiques dessus. Mais par contre, je suis désolée, mais quand il s'agit de parler de violence et d'agression et ce genre de choses, la statistique, elle est là quand même. Hein. Quand la dernière fois, j'ai vu un article d'un sociologue, je ne pourrais pas vous le redire parce que il m'est sorti de la tête. Qu'on soit précis, hein. Oui, parce que je l'ai vu sur le site Axe Pluriel du docteur Ferdinand Nzambé, où le sociologue disait que la majorité des délinquants étaient des enfants dont les parents étaient d'Afrique noire. L'étude a été faite. Et c'était pour parler de délinquance. Voilà. C'est que il y a certaines... Bon, il y a des études qu'on peut faire. Par contre, on va peut-être pas avouer pour de vrai, même si on le voit tous. Voilà. Donc, à partir du moment où ils arrivent à faire des études sur les délinquants pour prouver que la majorité viennent d'Afrique noire ou du Maghreb, pourquoi ils pourraient pas faire la même chose pour des choses plus positives c'est positif ça? Non, quand je dis des choses plus positives, c'est tout simplement pour montrer la réalité des choses. Parce que ils sont toujours à dire, le mal-être de la France. C'est quand ça arrange, en fait. Voilà, surtout quand ça arrange. Donc, le mal-être qu'il y a en France, la violence qu'il y a en France, elle a une source. Ce sont ces enfants qui descendent de parents d'immigrés. Mais pour dire qu'il y a des avocats et que peut-être qu'il en faudrait un petit peu plus et que dans la profession de l'enseignement, il y a pas assez de représentativité, là, c'est pas fait. Tu vois? Oui, et puis après c'est pareil, hein. Quand il y a un noir, ça va être le seul noir en tant que prof qui va être entouré de blancs, donc il n'y a aucun poids en fait, parce que encore une fois, si lui va vouloir dire quelque chose, on va lui dire non mais attends, en fait il sera dans la même situation que les enfants. Ce sera attends. Là, tu nous traites de racistes, là, quand même. Quoi? On a juste dit Bamboula. Il est où le problème? C'est pas la police qui disait ça. Il a juste dit Bamboula. C'est acceptable. Tu vois? Donc voilà. À partir de là, j'ai envie de dire, voilà. Donc, lui se fait agresser régulièrement. Et donc, c'est pour ça que moi, je reviens encore sur mon truc de harcèlement à l'école. Vas-y. Donc, quand on parle de racisme, ce n'est pas pour se victimiser, ce n'est pas pour créer du communautarisme, comme on peut l'entendre parfois. C'est parce que ça a vraiment des conséquences sur le développement de nos enfants. Ça a des conséquences sur leur vie future, dans la mesure où on peut se retrouver face à des personnes qui ne s'aiment pas, face à des personnes qui ont des comportements, comme je dis, limites, dans le sens où ils cherchent l'approbation, donc ça crée des personnes au regard de l'autre. Voilà. Ils cherchent à se conformer, comme on disait, à l'autre. Donc, ils n'ont pas de personnalité, ils ne savent plus être eux-mêmes. Voilà. Donc ça crée aussi ce mal-être quand on est adulte. La dépression. Voilà, la dépression, chose qui est tabou dans les communautés, hein, c'est que la dépression, le mal-être, c'est quelque chose. C'est pour les blancs. Nous, on est forts. Voilà, c'est pour on a intégré ce stéréotype. Donc du coup, nous sommes des gens forts, c'est ça. Nous sommes des personnes fortes. Donc nous, le mal-être, on connaît pas, la dépression, on connaît pas. On peut recevoir les coups, on encaisse, on va dire. On encaissera toujours. Mais moi, j'ai envie de dire, les guerriers que nous sommes, nous aussi, on a droit au repos. On a droit à de la tranquillité. On a droit à de l'apaisement. On a le droit d'être qui on a envie d'être. Un guerrier, c'est pas un guerrier. Et puis si on n'a pas envie d'être un guerrier, d'ailleurs. Si on n'a pas envie d'être un guerrier. Voilà. Et si nous aussi on a envie d'être fragile. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es noir, tu es plus fragile. On dit toujours cette phrase, le Babtou fragile. Mais moi, j'ai envie de dire, si je suis pas un Babtou et que j'ai envie d'être fragile, j'ai le droit. Je revendique ma fragilité. C'est ça, en fait. C'est qu'il faut aussi qu'on arrête de véhiculer ce côté où nous, les Noirs ou les Arabes ou tous ceux qui ne sont pas parce qu'on a intégré ce stéréotype. Voilà. On intègre beaucoup de stéréotypes d'ailleurs. Mais que la société nous dit. Quand, ah oui, mais les mamas africaines, elles sont agressivité. Solides. Voilà, tout ce genre de choses. Donc, en gros, faut vraiment se dire que le guerrier qu'on est censé être a droit à du repos, qu'on n'a pas choisi d'être. Et t'as raison, qu'on n'a pas choisi d'être, qu'on est devenu a droit à du repos, à de la tranquillité, à de la sérénité, et que tous les enfants ont droit à ça, à avoir le droit de sauter partout, de crier s'ils ont envie, de jouer, d'être un enfant. Et pas avoir ce poids des stéréotypes permanent sur les épaules, et de toujours être la représentation d'être le noir qui représente la communauté noire, d'être l'arabe qui représente la communauté arabe, d'être l'asiatique qui représente la communauté asiatique, avec tous les stéréotypes négatifs qui vont avec. Un enfant a le choix d'être ce qu'il veut, et
devrait avoir le choix. Et le racisme est un état de stress permanent pour nos enfants. Tout à fait. Exactement. Je suis d'accord avec toi, Ulrich. Non, mais c'est parce que dès que tu parles de racisme, c'est toujours minimisé. Exactement. C'est toujours ce côté communautariste que j'aime pas du tout parce que c'est pas la réalité. Et la réalité, c'est que nos enfants souffrent et que on n'a pas envie que ça continue. Comme nous, on a pu souffrir et qu'on est devenu adulte, on a passé outre, mais on est passé par des moments de mal-être qui font que qu'on n'a pas forcément exprimé à nos parents. Ça aussi, il faut le dire. Mais nos enfants, même s'ils ne le disent pas, je pense qu'il y a de la souffrance. Et donc, cette souffrance doit être prise en compte et il doit y avoir des moyens d'action. Dans cet extrait, vous allez entendre le témoignage d'Anna et ses questionnements par rapport au racisme qu'elle et ses enfants vivent dans les différentes sphères de leur vie. Son fils, à l'âge de 5 ans, a vécu un harcèlement raciste de la part de ses camarades de classe. Anna culpabilise de ne pas avoir pu détecter les signaux plus tôt. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre conversation dans l'épisode 11 de la saison 2. Anna Mendy, cachez cette couleur que je ne saurais voir. Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants, justement ? Qu'est-ce que tu dis à propos de tout ça ? Comment tu appréhendes Je leur ai dit qu'il y avait le du racisme. Ça, oui, ça, ils savent que leur couleur de peau va déranger. Et à quel moment tu leur as dit ça et comment tu leur as dit ça ? À l'école, quand ils sont rentrés à l'école. Moi, j'ai mon troisième fils, Owen, qui a 6 ans aujourd'hui, a subi du racisme à l'école. Donc, il n'était pas préparé à ça. J'ai envie de dire que c'est peut-être mon erreur parce que j'ai préparé les 2 grands à ça. D'accord. Et j'avais pas, les grands, appris à 13 ans. Je l'ai préparé dès le plus petit âge au racisme. Et Owen, j'ai oublié en fait. Effectivement, c'est lui qui a vécu ça. Parce que les autres, j'ai l'impression que je les ai tellement bien préparés qu'ils l'ont pas vécu, ou sinon ils ne me l'ont pas dit. Mais Owen l'a vécu et il savait pas en fait ce que c'était. Quand il a reçu ces insultes, tu ressembles à un caca, ta couleur, t'es dégueulasse, je vais pas traîner avec toi. Il est pas prêt à ça. Et il avait 6 ans quand il a eu ça ? Owen, il avait 5 ans. 5 ans. 5 ans quand il a eu ça. Et j'ai pas vu parce que j'avais préparé les grands et pas lui. Et quand je me suis aperçue de ça, parce que je rentre du boulot et je les vois pas beaucoup, et quand ce soir-là, je me rappellerai toute ma vie, j'ai vu mon fils et je dis, il y a quelque chose qui va pas. Donc je me suis assise sur le canapé, je lui ai dit, Owen, ça va? Comment ça se passe l'école? Ça va. Donc j'ai allé, on y va, on va se coucher. J'ai pas envie d'aller à l'école. Je dis, mais pourquoi tu peux pas aller à l'école? Parce que mes camarades, ils m'embêtent, ils disent que j'ai la couleur d'un caca, ils disent qu'ils veulent pas jouer avec moi, donc ça fait mal pour une maman. Ça fait mal, donc je prends mon téléphone et je note tous les prénoms qu'il va me citer, parce que je me dis il y en a, et je vais les noter pour m'en rappeler et lui reposer la question différemment, et je verrai si ces prénoms-là reviennent. Donc c'est pas faux, c'est vrai. Donc effectivement, on reste là, on devait aller se coucher, mais on y restait parce que j'avais besoin d'éclaircir ça. Et ici, effectivement, les 4 prénoms de ces gamins, et moi j'ai pris rendez-vous, on a envoyé un message le soir même à la directrice en lui disant qu'on souhaitait la rencontrer. Donc elle a accepté de nous rencontrer le lendemain. Donc on l'a rencontré j'ai la chance comme d'être responsable et de pas aller au travail tout le temps. Donc j'ai rencontré cette directrice à qui j'ai raconté l'histoire, et elle m'a dit qu'elle ne s'étonnait pas, en fait, des 4 prénoms que je lui donnais. 4 prénoms des enfants que je lui donnais. Donc, j'ai compris que c'était les parents. Ces enfants allaient bien avec les parents, l'image des parents qu'elle avait, en fait. Les parents sont racistes. Donc, elle, ça ne l'étonnait pas, en fait, que je lui annonce que ces 4 enfants harcelaient mon fils dû à sa couleur de peau. D'accord. Donc, elle était au courant du problème. Elle était pas au courant du programme, mais ça elle était au courant, voilà. Elle savait qu'il y avait quelque chose. De toute façon, on sait bien que nous, en tant que parents, on déteint sur nos enfants. Voilà, l'enfant, notre enfant, il est celui qu'on veut qu'il soit, en fait. Voilà, donc elle n'était pas étonnée du tout des 4 prénoms que j'ai bien pu lui donner. Et puis elle m'a dit, ok, je vais voir avec la maîtresse. Et donc j'ai dit, non, moi aussi je veux voir la maîtresse. C'est là qu'elle me dit, la maîtresse n'est pas là parce qu'il était dans une classe avec deux niveaux. Non, il n'y avait pas 2 niveaux, mais il y a 2 maîtresses. Donc le maître était là, celui qui faisait jeudi, vendredi, mais l'autre, donc j'ai rencontré le maître. Et j'ai dit directement à la maîtresse, à la directrice, que c'est pas lui. Les élèves, ces enfants-là qui harcèlent mon fils, ne l'harcèlent pas quand il y a le maître.
D'accord. Parce que j'avais déjà rencontré la maîtresse de Owen et je la sentais pas. Quand j'ai rencontré la maîtresse de Owen, j'ai dit à Frédéric, je sais pas, la maîtresse là, elle a l'air d'être, je m'en fous quoi. Il m'a dit pourquoi tu dis ça? Non, j'ai dit je vais poser des questions sur mon fils, comment il est, parce qu'on venait juste d'emménager là-bas. Comment ça se passe avec lui? Ah non, il est très bien, mais tu vois, il y a pas de, ah non, des fois il est un peu, voilà. Il y avait pas plus de dialogue en fait, c'était juste. Oui, ça se voit qu'elle peut même pas me parler de mon fils, donc je lui ai dit non, c'est à 100. Et puis quand j'ai eu le maître, il m'a dit ah non, c'est effectivement, j'ai jamais eu de problème avec Owen, il m'a jamais dit que ses camarades l'embêtaient. Et quand j'ai réécouté la conversation, quand mon fils me disait qu'il le disait à la maîtresse, mais pas au maître. Donc c'était quand la maîtresse était là. Du fait, voilà, les enfants s'autorisent tout et n'importe quoi par rapport à l'adulte qui est là, ils savent en fait. Donc l'enfant est très réfléchi. Donc cette maîtresse-là, qui était, je m'en foutisse quand je l'ai rencontrée, c'est à cause d'elle que mon fils a subi de l'harcèlement. Donc j'ai parlé au maître, il m'a dit qu'il va faire attention et j'ai pas eu l'occasion de voir la maîtresse puisque la directrice l'a tenu informée. Ils ont réuni les enfants et après ça allait bien. Donc c'est pas pour autant que j'ai laissé mon fils dans cette école parce que je savais qu'il n'avait pas le bagage pour les années suivantes. Donc j'ai changé d'école. J'ai changé d'école, je l'ai mis dans une école privée et ça se passe très bien. Voilà, parce que je voulais pas m'amuser tous les ans à dire ah est-ce que Owen est dans la classe de un tel, il faut éviter de le mettre. Non, ça fait comme si. Donc c'est ton fils qui a dû changer d'école en fait. Voilà, il est pas en porcelaine. Donc je voulais pas aller négocier parce qu'un jour tu tombes sur quelqu'un et puis après ça va être tout le monde va en parler. Je veux pas qu'on parle de lui comme l'enfant qui a vécu de l'harcèlement. Donc je l'ai mis dans une école privée. Et il est très bien. Même s'il regrette parce qu'il me répète sans cesse ah non ils étaient gentils après. Non, mais tu avais pas le bagage pour supporter ce qu'ils allaient faire après quoi. Parce que c'est de pire en pire. C'est pas ils allaient pas être différents quoi. C'est sûr. Et j'ai mal. Je me dis j'ai pas vu mon fils. Effectivement il y a des choses qui auraient pu m'alerter. C'est qu'il avait commencé à faire pipi au lit. Donc il y a toutes ces choses-là. Comme je dis, le corps nous alerte en fait. Donc j'ai pas vu ça. Et je me disais mais pourquoi il fait encore pipi? Peut-être qu'il a fait un cauchemar. Mais non, c'était ça en fait. Ce côté, il veut pas aller à l'école. Donc il a aussi une dépigmentation autour de la lèvre qui se prononce aussi peut-être due au stress. D'accord. Donc et ça, je me dis je m'en veux en tant que maman et je me dis j'ai pas vu mon fils dans cet état-là. Je comprends ce que tu dis, mais tu peux pas t'en vouloir en tant que maman parce que tu peux pas être H24 en alerte. Je pense qu'on est en alerte tout le temps déjà en tant que personne noire. Ça nous tombe dessus des fois, c'est inattendu. Tu t'es peut-être dit qu'à ce moment-là, ça se passait bien. On n'est jamais assez préparé, peu importe, tu vois. Ça fait toujours aussi mal parce que c'est notre raison d'être entièrement en fait qui est remise en question à chaque fois. C'est de se dire notre humanité, notre raison d'être sur cette planète. Moi, je suis comme toi. Moi, ça m'a brisé le cœur quand je me suis dit, moi, je l'ai vécu, je peux le supporter, tu vois. Je peux me battre tous les jours contre le racisme, voilà. Mais mes enfants, ça m'a arraché aux tripes, en fait. Vraiment, ça m'a bouleversée de me dire cette petite être, comment dire ça, voilà, c'est ça. Et de se dire que, et puis on sait les douleurs que ça fait. On sait les conséquences. On sait combien de fois il faut rester droit et ne pas plier. Et on se dit, mais on veut pas ça pour nos enfants. On veut pas cette douleur pour nos enfants. On veut pas. Et je pense que le monde s'écroule un petit peu quand on sait qu'on n'est pas capable, en fait, d'empêcher ça pour eux. Parce qu'on sait ce que c'est tous les jours. Donc, tu peux pas te mettre cette culpabilité en plus. Tu peux pas te dire, t'es empathique envers une personne qui fait du racisme. Pourquoi? Je veux comprendre ce qui lui arrive. Mais envers toi-même, en fait, tu vas pas être empathique. Non, je suis pas d'accord. J'aurais pas dû, je sais pas, voilà, c'est. Non, c'est pas que t'aurais pas dû, mais c'est que. Non, franchement. À ce moment-là, je me suis dit que j'ai pas bien, entre guillemets, surveillé mon gamin, j'ai pas vu. C'était pas le jour même qu'il a vécu ça. Ça fait des jours qu'il vit ça et j'ai pas vu ça. Et parce que je me disais que, avec le temps, les années passent et on se dit que ça va s'arrêter, mais non, ça s'arrêtera pas. C'est pour ça que je dis à ma fille, attention, faut faire attention à toutes les remarques. À toutes les remarques quand, voilà, effectivement, elle a un afro, donc, je le dis souvent, April est différente quand elle est chez moi. Elle a son afro, elle assume son afro. Quand elle est à l'école, elle est bien tirée. Et ça, j'ai dit des paroles très blessantes à April, peut-être pour faire un électrochoc en lui disant que c'est une partie de moi qu'elle refuse. Et ça, c'est difficile, effectivement, pour une enfant d'entendre ça. Mais il faut que, si je lui dis ça, elle va dire oui, mais j'aime ma mère, donc voilà, je vais plus accepter les critiques ou
les baby hair, là, c'est, voilà, pour un cheveu caucasien, ça va se coucher, pour un cheveu afro, ça va faire un effet soleil. Je vais avoir une critique comme ça. Et je lui dis, stop, April. Stop. Tout ce qu'ils vont te dire, je veux tout savoir. Quand je rentre, je veux savoir comment ça s'est passé la journée. Si t'as une seule réflexion, stop là, n'attends pas la deuxième, parce que c'est comme ça qu'un groupe se forme. Donc, je veux pas. Effectivement, quand elle rentre, elle me dit, on m'a dit ça, j'ai répondu ça, et oui, c'est, voilà, c'est... Elle s'entraîne, en fait. Voilà, on s'entraîne parce que ce n'est que le début. Dans les transports, elle va forcément rencontrer ça. Dans les boulots qu'elle va avoir aussi, elle va rencontrer des collègues racistes, partout. Donc, c'est triste à dire, mais l'évidence, elle est là, le racisme, il est là, et j'ai pas l'impression qu'il recule, hein. Non, bien au contraire, j'ai l'impression, plus on avance, plus comme je dis souvent, ils ont des ailes, ils prennent des ailes. C'est ça. Aujourd'hui, on a des personnes même que peut-être que moi je fréquente, ont entre guillemets les ailes croisées derrière, et quand, par exemple, là, on sait pas qu'est-ce qui va se passer aux élections, l'extrême droite va passer, cette amie qui m'aimait tant va commencer à avoir des propos qu'elle n'osait pas dire, tu vois. Donc, ça existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouches fermées parce que ils pensent être une minorité, et peut-être que c'est même pas une minorité, hein. Voilà. Peut-être qu'on te dérange tant. Mais moi, c'est ce que je dis tout à l'heure, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui fait que je dérange tant. Je vais pas me soumettre à eux, mais je veux juste comprendre, hein. Ma personnalité, elle est là, j'assume qui je suis, mais je voudrais que tu me dises pourquoi je te dérange tant. Voilà. Nos enfants ont encore une fois le droit d'être des enfants comme tous les autres enfants, avec des problèmes d'enfants, des inquiétudes d'enfants, voilà, et pas le poids de cette société, pas le poids du racisme, et pas le poids des stéréotypes. Voilà, ce sont des enfants, ils ont leur identité, ils ont pas l'identité noire ou l'identité maghrébine ou l'identité asiatique, ils sont uniques avant tout. Voilà, c'est ça. Alors, et si vous avez aimé Les enfants du bruit et de l'odeur, n'hésitez pas à faire le plus de bruit possible en parlant autour de vous, comme d'habitude, et en partageant sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des idées, des remarques que vous voulez nous faire parvenir, et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires également sur notre Twitter, Instagram ou Facebook. Et notre boîte mail est disponible. C'est les enfants du bruit et de l'odeur, tout attaché, @gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde pour le podcast, on pense pas forcément à tout et qui vous tiennent à cœur, vous nous les envoyez. Si vous voulez témoigner aussi. Voilà, si vous avez envie que votre enfant témoigne, parce qu'il y a peut-être des enfants qui ont envie de faire entendre aussi leur voix, leurs expériences pour se soulager, parce qu'il y a des enfants aussi qui ont besoin de parler. Tout à fait. Donc, faut pas hésiter. Nous, on est disponible. Voilà. Et comme vous voyez, hein, on voit pas votre visage, hein. Non. C'est totalement anonyme. Voilà. On changera les prénoms. Donc, c'est pas filmé. On se filme que Prisca et moi. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est notre côté mégalomane. Et donc, faut pas hésiter. On respecte vraiment l'intimité. Donc, si vous avez envie de parler, de discuter avec nous, vous pouvez nous envoyer un petit message sur notre Gmail. Voilà. Et j'insiste, mais n'oubliez pas, il faut nous mettre 5 étoiles. 5 étoiles. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très très vite. Oui, à très vite les amis. Les amis. Ah ouais, carrément. Ce sont nos amis maintenant. À très vite les amis. Mais moi, je suis moqueuse. Bon, allez. Salut le riche. Salut Prisca. À bientôt. À bientôt. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Cette semaine, Frères de Cœur fait partie de la sélection ACAST recommande. Frères de Cœur retrace l'épopée médicale de Guillaume, double greffé cardiaque. Une histoire extraordinaire racontée à travers l'ordinaire de conversations téléphoniques enregistrées avec son frère Nicolas. Un podcast plein d'humanité, d'espoir, de distance qui disparaît et de signes du destin, dans une production soignée, pleine d'humour et de sensibilité. Rendez-vous sur l'application ACAST ou votre appli de podcast préférée.